présenter un auteur, un artiste, un créateur, une personnalité ou simplement un simple citoyen engagé. C'est toute l'ambition de Monoscopie, un mercredi matin par mois. Aujourd'hui, Monoscopie en direct, 10h31 exactement sur Radio Mono 90.6. Bonjour Dominique Chatuan. Bonjour. Merci d'être présent avec nous ce jour à RMN sur Monoscopie, une émission en direct et podcastée, bien sûr, sur notre site chaque mois, avec une présentation d'un auteur, d'une personnalité locale. En présence aujourd'hui de Nelly, présidente de la LICRA. Bonjour Nelly. Bonjour. De Sophie Daniel pour RMN. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Notre amie Magali de la Librairie du Monde n'étant pas pu être présente pour des raisons de santé. Dominique Chatuan, donc vous êtes professeur agrégé, historien, chercheur associé au CERIC. Vous nous direz ce que c'est que ce CERIC, c'est E-R-H-I-C de l'Université de Reims. Vous venez très récemment d'écrire une importante histoire du racisme dont le titre principal, Histoire du préjugé de race, est lui-même inspiré d'un article de la presse régionale nantaise qui serait écrit en 1919. L'un des points de départ est issu d'un fait divers, une affaire de meurtre d'un Français noir à Nantes, tué par un policier militaire américain en avril de 1919. Pouvez-vous expliquer en quelques mots, bien que votre ouvrage fasse près de 500 pages, en quelques mots, dans ce que vous voulez démontrer dans ce livre? Alors, le CERIC, c'est le Centre d'études et de recherche en histoire culturelle, c'est-à-dire c'est un laboratoire de recherche, d'historiens notamment, de l'université de Reims. Alors, je n'ai pas entrepris d'écrire un ouvrage sur l'histoire du racisme parce qu'à vrai dire, il aurait fallu plusieurs vies pour le faire. Et je me suis dit que modestement, on pouvait travailler par petites touches. Donc j'ai préféré me consacrer à un mythe que j'entends souvent, que je lis souvent en France, y compris d'ailleurs dans l'introduction d'ouvrages collectifs qui sont consacrés à des études sociologiques ou historiques sur la question du racisme. Et je vois toujours cette chose qui est récurrente, l'idée que le racisme, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu en France, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, c'est quand ça nous concerne beaucoup moins que les autres, etc. Et je m'aperçois qu'en fait, au fur et à mesure que je lis, que j'entends cela, je me dis mais oui, mais au fait, dans telle source de 1910 ou de 1920 ou de 1930, ça fait effectivement déjà partie des choses que je lis, que je trouve, et donc j'ai décidé de faire une exploration un peu plus systématique du XXe siècle, en utilisant quelques méthodes particulières aux historiens, notamment le fait que l'histoire est connectée. L'histoire connectée, ça n'a pas grand-chose à voir avec Internet, hein. Ça veut simplement dire que très souvent nous sommes en contact avec des éléments extérieurs. Par exemple, on a la visite d'Américains en France, il y a des gens qui viennent des différentes colonies françaises, tous ces gens se retrouvent pendant la Grande Guerre, et le fait que tous ces gens se retrouvent questionne la question du racisme, parce que les Américains blancs et noirs ne réagissent pas de la même façon dans certaines situations que des Français blancs et noirs. Et l'autre question, l'autre méthode utilisée, c'est ce qu'on appelle la micro-histoire, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir l'ambition de couvrir tout un champ de recherche, on préfère partir de petites choses comme par exemple cet assassinat, ce meurtre plutôt, ce fait divers, cet homme qui est un Français noir abattu par un policier militaire américain à Nantes en avril 1919. Eh bien, à partir de ce fait divers, à partir de cet événement, vous avez des gens qui produisent un discours et qui disent mais non, ça n'est pas normal que des policiers militaires américains abattent un homme au prétexte qu'il est noir, et en plus c'est sur le territoire français. Donc là, on est très très longtemps avant Black Lives Matter, dans une situation qui met les Français en situation de réagir à un meurtre raciste. Et quand on réagit à ce genre d'anomalie, puisque c'est effectivement ce qui se passe, c'est une anomalie, c'est quelque chose qu'on trouve pas normal, eh bien on produit un discours qui nous dit ce qui devrait être normal. Et ce qui devrait être normal pour la presse nantaise de l'époque, c'est que en France, nous n'avons pas de préjugés, nous qui ne cultivons pas le préjugé de race, nous refusons ces méthodes qu'ont les Américains. Donc en utilisant cette méthode, j'ai exploré différents faits divers. Je l'ai fait également en réaction à certaines études qui sont
qui ne sont pas forcément historiques ou qui passent parfois pour historiques, qui sont des approches un peu plus philosophiques de l'histoire du racisme et qui produisent une histoire un peu hors sol. On a l'impression qu'il n'y a pas comment vous dire, ça manque de gens, hein, ça manque de chair humaine. On n'a pas d'événements, il ne se passe rien dans certaines histoires où finalement on dégage de très très grandes théories, mais on ne sait plus très bien ce qui arrive aux gens en matière de racisme. Donc là, j'ai préféré raconter des histoires parce que c'est effectivement cela que nous savons faire. Oui, c'est une des idées qui ressort de ce livre, c'est qu'un certain nombre de choses, vous venez de le dire, sur lesquelles on polémique beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que ça reste encore et beaucoup d'actualité, ou que nous croyons découvrir, sont en fait très anciennes. Oui, elles sont très anciennes. Alors, je sais que récemment, un grand quotidien libéral français a consacré un dossier spécial à l'éducation nationale et s'est ému que l'on enseigne la lutte contre le racisme dans les classes en France. Moi, j'ai particulièrement été étonné qu'on s'en étonnât. Et je voudrais dire que déjà en 1919 ou en 1923, on considérait que l'on refusait le préjugé de race. Alors, la question est aussi de savoir si on n'avait pas un préjugé de race tout en le disant, hein. Mais il y avait déjà un discours officiel qui était produit en France. Donc, vous avez un moment où la Chambre des députés, qu'on a tendance à confondre un peu avec l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, sous la Troisième République, la Chambre des députés a condamné le préjugé de race en 1919. Alors, c'est surprenant parce que la France était quand même la deuxième puissance coloniale du monde. Oui, pour l'époque, oui. Nous savons bien qu'il y avait des préjugés. Mais il y avait déjà l'idée qu'on refusait un préjugé. Et en 1923, c'est le président Poincaré, qui n'est quand même pas le dernier des gauchistes, hein, qui est un homme de centre droit, un vieux républicain, qui intervient à plusieurs reprises, avec l'idée que le préjugé de race, c'est quelque chose qui n'est pas français, qui est américain, et donc qui fait publier une note en anglais, qui est affichée dans les hôtels parisiens pour prévenir les touristes américains que en France, nous n'avons pas de préjugé de race, et donc ceux qui se piqueraient de vouloir appliquer la ségrégation raciale dans les hôtels, dans les bars ou dans les lieux de loisirs parisiens, eh bien, se heurteraient aux lois françaises. Alors, je note que les lois françaises contre cela, il n'y en avait pas, et on était dans un total vide législatif. Je n'ai jamais compris pourquoi Poincaré n'a pas cessé de parler des lois françaises qui n'existent pas à cette époque. Ouais. Je vois que Nelly a des réactions, non, sur cette question du préjugé de race. Alors, moi, je vais avoir des réactions un petit peu indirectes par rapport à l'ouvrage, mais bien entendu, mon combat s'appuie sur l'histoire. Enfin, mon combat antiraciste et le combat de la LICRA. Alors, je vais parler au nom de la LICRA, puis aussi à mon nom personnel. Alors, ce que je voulais dire, moi, j'aurais aimé faire avoir une petite mise au point au départ, si vous voulez bien. Ça concerne une perception qui me gêne un peu, à savoir votre utilisation un peu générique du terme discrimination. Peut-être que c'est une question qui va vous surprendre, qui ne distingue pas toujours le racisme ou l'antisémitisme, lequel d'ailleurs n'est pas lui-même une forme de racisme parmi les autres. Mais l'expression d'une haine spécifique. Alors je m'explique, sale nègre, sale bougnoul, sale juif, ne sont pas des discriminations. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord. Juste, voilà, mais relève d'une expression d'idéologie. Voilà ce que je voulais dire. Alors, est-ce que vous pouvez repréciser, voilà, votre concept de discrimination, même si moi j'en ai la définition bien sûr, mais votre perception, parce que par rapport, vous voyez, aux États-Unis, je pense que c'est quand même pas. Voilà, la même chose. La question des discriminations, et je vois souvent que les gens ne sont pas d'accord sur la définition de ce terme. La discrimination, dans le sens où je l'entends dans mon propos permanent et dans cet ouvrage en particulier, la discrimination, c'est le fait d'appliquer une attitude qui traite les gens de façon inégale, excusez-moi, lorsque la norme est l'égalité. La norme en France, c'est l'égalité, donc si l'on déroge à cela, on est dans la discrimination. Alors qu'aux États-Unis, la norme était l'inégalité, et donc il s'agit bien d'une norme ségrégative. Si c'est la question. Alors sur la question de la dichotomie racisme-antisémitisme, effectivement, il est possible qu'on diverge, mais c'est pas le point central de mon ouvrage. Mais j'ai suivi d'autres chercheurs et notamment Jean-Frédéric Schaub sur un ouvrage de 2015 pour une histoire politique de la race, et qui explique qu'il n'est pas si simple de faire une dichotomie entre racisme et antisémitisme. Alors on peut effectivement
avancer, mais oui, mais il y a une spécialité de l'antisémitisme. Oui, effectivement, il y a une spécialité de l'antisémitisme, mais par exemple, dans les recherches de Jean-Frédéric Schob sur la pureté de sang dans l'Espagne de la fin du Moyen-Âge, la limpieza de sangre, on retrouve finalement cette recherche de la pureté dans les politiques ségrégatives des États-Unis au début du XXe siècle. Et en même temps, quand on regarde toutes les variantes de manifestations de racisme, de toute façon, elles ont toutes une spécificité. Voilà, elles ont une spécificité. Bon, je pense que le discours militant et le discours du chercheur peuvent être très très différents dans ce domaine. Mais ce que je note, c'est que dans la lutte contre le racisme, je suis pas certain que toujours appuyer sur une différence entre différents types de racisme soit particulièrement productif. Ceci étant, moi, je ne veux pas intervenir dans le monde militant et je veux rester dans mon travail d'historien. J'espère que vous me pardonnerez. Évidemment, c'est ma vision de militante parce que je n'ai pas les connais. Je ne suis pas historienne, je le rappelle. Et alors, pour la différence il s'agit pas entre racisme et antisémitisme, il ne s'agit pas d'opposer, de créer une hiérarchie, évidemment, entre les formes, dans le combat contre ces différentes formes de haine. En fait, c'est de la haine. Le racisme, c'est de la haine, du rejet de l'autre, et l'antisémitisme également, une autre forme de haine. Voilà. Donc, je ne veux pas trop aller dans ce débat, mais je voulais quand même avoir une clarification de votre position, d'historien, bien sûr. Oui, alors c'est pas forcément une forme de haine parce que dans les stéréotypes sur les gens qui sont noirs dans la France des années 30, les stéréotypes sont de toute évidence, à nos yeux, pour nous, personnes de 2021, des stéréotypes racistes, mais généralement ils sont paternalistes. Il y a la haine du juif, il y a la haine de tel ou tel étranger, et puis il y a la vision paternaliste du noir. Oui. Elles ont toutes leurs formes de dégâts, elles occasionnent... la discrimination. Voilà. Et puis il y a le noir qu'on perçoit comme inférieur, alors qu'on perçoit le juif comme manipulateur, fourbe et supérieur, etc. Donc là, effectivement, bon, c'est avec pas ces images véhiculées par la publicité, notamment avec, je pense à Banania, le brave petit noir, etc. Alors l'image de la publicité Banania est quand même révolutionnaire en 1914. Aujourd'hui, elle est dénoncée comme raciste, colonialiste, etc. Mais plus que ça même. On va beaucoup plus loin que Banania. Il faut comprendre qu'elle est très différente en 1914. Elle n'est pas du tout perçue comme cela. C'est-à-dire que les Français avaient ce regard sur l'homme noir qui est sauvage, qui est violent, qui est dangereux, etc. Or, c'est la force sauvage africaine qui a été apprivoisée dans l'armée française, dans la lutte contre le sale Boche. Donc, je parle avec des guillemets, bien évidemment. Et quand on regarde les caricatures allemandes qui mettent en avant l'utilisation de troupes noires dans l'occupation de la Ruhr, d'abord de la rive gauche du Rhin et ensuite de la Ruhr, ça n'est pas du tout la même image des personnes noires qui est véhiculée par les Allemands. Donc en son temps, Banania, c'est le passage de l'image du sauvage dangereux à une image paternaliste, qui n'est plus admissible pour les normes d'aujourd'hui, mais qui à cette époque était déjà une révolution, ce qu'on a tendance à oublier. Donc l'image Banania, c'est moderne en 1914, ça ne l'est pas en 2021, bien évidemment. Effectivement, il faut contextualiser. Parce que voilà. Oui, ça rejoint effectivement cette idée que la dénonciation du racisme n'a pas toujours été en but à des accusations visant à desservir la France, mais a servi au contraire à une certaine, et on a évoqué les Allemands, une certaine germanophobie ou une américanophobie au nom de l'union des races censée s'incarner dans l'empire colonial. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans l'ouvrage, c'est que bon, moi quand j'étais jeune, j'ai vu souvent des mouvements d'extrême droite dénoncer le racisme comme anti-français et réagir à la lutte contre le racisme en se drapant dans l'idée qu'il fallait défendre les Français. Donc ce qui suppose que la lutte contre le racisme attaquerait les Français. Encore aujourd'hui, excusez-moi de vous interrompre. Encore aujourd'hui, dans un ouvrage récent notamment, je l'ai vu à propos d'une personne que j'ai interviewée dans le cadre de cet ouvrage. Donc je veux dire que au début du XXe siècle, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que le langage de la germanophobie, donc qui est une des expressions xénophobes qu'on peut tenir en France, passe par la négrophilie. Et le langage francophobe des Allemands passe par la négrophobie. C'est-à-dire que quand on
dénonce les Français et l'occupation de la Roure. Alors on accuse les troupes noires de viol, les troupes quand il y a des troupes qui occupent un pays, de toute façon il y a toujours des déviances. Il y en a pas davantage chez les troupes noires que chez les autres, mais effectivement cette dénonciation du noir, c'est un des éléments du discours anti-français en Allemagne, et cette mise en avant des hommes noirs et du fait que la France n'aurait pas de préjugés de race, c'est un des éléments de la francophobie française. Alors, on arrive à des paradoxes. On arrive à des phrases de Clémenceau qui, par exemple, sont extrêmement xénophobes à propos des Boches. C'est le terme qu'on emploie systématiquement à cette époque. Oui, c'est dans le langage courant, d'ailleurs. C'est dans le langage courant. Je l'ai entendu moi-même quand j'étais enfant, au début des années 70, c'était encore très utilisé. On est dans le Nord-Est. Ça a bercé mon enfance, je dirais, voilà. Parce que je suis plus âgé que vous. Et donc, ça donne des situations assez paradoxales. On a un meeting de la LICA, donc qui s'est appelé ainsi jusqu'en 1980. Je précise 1980 parce que j'ai souvent entendu 79. L'acronyme, puisque le mot racisme a toujours été utilisé par la LICA, et je peux même dire pourquoi. Mais on a Gratien Candace, donc qui est un homme qui est très foncé, dont le père est né esclave et qui est le député guadeloupéen qui reste en place le plus longtemps durant la Troisième République, et qui en 1939 participe, à côté d'hommes qui sont présentés comme musulmans entre guillemets et d'autres qui sont présentés comme noirs, lui déclare devant ce grand meeting de la LICA, entre l'allemand d'aujourd'hui et le noir que je suis, la civilisation c'est moi. Donc l'allemand est infériorisé à son tour, c'est la réponse que l'on fait au racisme allemand, ce qui n'est pas à mon avis la réponse la plus égalitaire ou la plus appropriée avec les critères qui sont les nôtres aujourd'hui. Sophie, peut-être une question ? Oui, alors moi je voudrais revenir un petit peu au côté commercial marketing du livre en lui-même. Donc déjà, on le disait, 500 pages. À qui s'adresse ce livre ? Quel est le public concerné ? Alors, je crois que c'est un public qui aime l'histoire et qui s'intéresse à ces questions. Je pense qu'il y a un public qui s'intéresse aux polémiques du jour, qui ne cesse pas depuis un certain nombre d'années, et qui pourra lire ce livre. Il est sûr qu'il peut être parfois un petit peu ardu, mais il est difficile pour un historien de faire des concessions jusqu'à une certaine limite, parce que nous avons l'habitude de justifier. Donc il y a des gens qui n'aiment pas les notes en bas des pages, mais dans un sujet aussi polémique que le racisme, nous sommes obligés de justifier presque chaque phrase à chaque instant pour dire effectivement d'où nous parlons, où nous avons trouvé telle ou telle déclaration, etc. Donc ce qui était difficile. Je ne m'adresse pas seulement à un public historien. L'écriture aurait été un petit peu différente et un petit peu plus ardue. Maintenant, je conçois que c'est quand même un investissement de lire les 430 pages de texte, sachant que les pages qui restent, c'est l'index, et ce sont les annexes qui peuvent être utilisées aussi par un public d'enseignants qui peut l'utiliser en cours. Donc on a parlé du fait générateur, on est remonté en 1919 avec cette histoire du meurtre d'un Français noir à Nantes. Si on fait un saut d'un siècle maintenant, on arrive dans notre 21e siècle avec les émeutes de Ferguson. Dans le Missouri en 2014, après le meurtre de Michael Brown, un jeune noir de 18 ans tué par la police, un meurtre qui a provoqué une grande vague de protestation contre les violences policières, un mouvement qui a fait émerger d'ailleurs une nouvelle génération de militants antiracistes, des antiracistes d'aujourd'hui plus présents sur les réseaux sociaux, qui dénoncent de leur côté un racisme systémique et qui appelle les citoyens à être éveillés. Éveillé contre quoi ? Contre l'oppression subie par la population noire aux États-Unis. Alors, il y a un documentaire sorti 2 ans après, en 2016, qui s'appelle Stay Woke, The Black Lives Matter Movement, qui ancre durablement ce terme dans ce mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement qu'on peut considérer aujourd'hui comme un mouvement éveillé, c'est-à-dire un mouvement qu'on appelle aujourd'hui wokiste ? Qu'est-ce que c'est les wokistes aujourd'hui ? Je vais me tenir soigneusement à distance de toutes ces polémiques, sachant que mon ouvrage s'arrête alors à une date qui est un peu floue, qui est la fin du XXe siècle. En gros, je me suis arrêté vers 2000, mais effectivement, je fais allusion à 2 ou 3 choses en 2001, 2003. Ce qui m'a intéressé, c'est d'aller vraiment jusqu'à la loi de 1972, que je n'appelle pas autrement, contre le racisme, et disons à prendre assez de profondeur, disons en gros 3 décennies, c'est-à-dire la fin du siècle, pour voir si vraiment cette loi avait été une rupture, dans la mesure où pour les historiens c'est très important de dégager sur une période les ruptures.
et les continuités. Et j'aurais tendance plutôt à voir dans les discriminations qui peuvent se produire en France à cette époque une continuité, avec cette petite nuance qu'il me semble que les discriminations se sont adaptées à partir de la loi de 72, c'est-à-dire qu'elles existaient, elles ont continué, elles se sont adaptées à la loi en apprenant à la contourner avec des codes implicites, etc. Mais je ne suis pas allé jusqu'à... je ne souhaite pas intervenir sur ces questions de... Bon, c'est vraiment l'idée que... On parle aussi de... On parle du wokisme, on parle aussi de la cancel culture. Alors ça recouvre un peu les mêmes acceptions, et ça a été d'ailleurs discuté jusqu'au sommet de l'État par le président de la République lui-même, qui a dénoncé des théories en sciences sociales importées des États-Unis. On parle encore des États-Unis, avec un ministre de l'Éducation nationale, donc Blanquer, qui considère que ces mouvements sont une profonde vague déstabilisatrice pour la civilisation, et qui remet des mouvements qui remettent en cause l'humanisme, qui serait issu lui-même de longs siècles de maturation de notre société. Alors, comme historien, et souhaitant toujours appuyer sur le fait que c'est à l'historien que je parle. Je souhaite vraiment me tenir à distance. Je dirais que les politiques instrumentalisent toujours les choses, et notamment nous avons l'habitude de voir les politiques instrumentaliser l'histoire. Donc, je pense que, quel que soit leur bord, quel que soit leur radicalisme ou au sens contemporain, ou bien leur modération, de toute façon, ils ont tous tendance à être un petit peu excessifs et ridicules dans ce qu'ils disent. Ce que je crois, c'est qu'il faut retrouver un peu ce que Jean Birnbaum, dans un ouvrage récent, a appelé le courage de la nuance. Jean Birnbaum qui s'occupe des pages livres du Monde. Et il me semble qu'on trouvera plus d'intérêt à lire l'avant-dernier dossier de la revue Sciences Humaines sur wokisme et cancel culture, etc., qu'autre chose. Ceci étant, effectivement, je pense qu'il y a un climat qui est parfois difficile. Je me rappelle une année où je donnais un cours en histoire des empires, donc dans le collège de Sciences Po de Reims, et donc une partie des élèves étaient étrangers, donc on avait des publics très très différents, pas uniquement des Français, qui ne constituaient qu'une petite partie des étudiants qui étaient là. Et je sais qu'il y a eu un malaise, il y a eu un flottement au moment où j'ai sorti la phrase « Did you know Marcus Garvey was kind of a racist ?» Est-ce que vous savez que Marcus Garvey, c'était quand même un peu un genre de raciste? Donc Marcus Garvey, c'est un Jamaïcain émigré aux États-Unis qui voulait emmener via une compagnie de bateaux des hommes noirs venant des États-Unis vers l'Afrique, et il voulait pour lui les ramener en Afrique, mais j'ai pris soin de ne pas employer ce terme parce qu'ils ne sont pas nés en Afrique. Mais on a tendance à minimiser, par exemple, les contacts que Marcus Garvey a eu avec le Ku Klux Klan. Et visiblement, ces étudiants étaient déstabilisés parce que j'étais en train de parler d'un homme noir et que je disais qu'il était raciste, et que ça leur posait un problème. Maintenant, je me suis bien gardé de payer de ma propre personne, parce qu'il serait inadmissible à avoir à exhiber son ADN ou son pedigree ou son histoire personnelle pour pouvoir justifier de son droit à tenir un propos. Un propos doit être logique, doit être rationnel. Il faut chercher la pertinence, la justification, et puis dans un autre type de discussion, peut-être la morale aussi. Mais en aucun cas, on ne doit pouvoir justifier de son propos par sa petut carte ADN. Nelly, sur le wokisme ou la cancel culture. Alors, je me contenterai, moi, d'évoquer l'emploi du terme racisé que vous avez soulevé, voilà, parce que je ne veux pas non plus entrer, bien entendu. Enfin, je vais quand même faire une petite réponse. La culture woke, pour le moment, c'est minoritaire. Maintenant, il faut quand même être vigilant. Parce que il y a quand même quelques problèmes. Alors justement, je veux quand même rebondir, je vous disais, sur le terme racisé. Alors il est utilisé aujourd'hui par des mouvements dits antiracistes pour désigner une personne victime de racisme, notamment liée à sa couleur de peau. J'ai même, moi, l'exemple d'un père de famille qui me disait que ses filles, qui sont majeures, lui interdisaient de dire les noirs, et qu'il fallait dire les racisés à la place. Alors, à la NICRA, nous considérons que c'est une régression du combat antiraciste, puisqu'il remet le concept de race au premier plan, et il le légitimise, en quelque sorte.
Alors, moi, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce retour à essentialiser l'être humain en fonction de sa couleur de peau, de son origine, sa religion, à l'identifier selon son appartenance réelle ou supposée à un groupe, à l'opposé de l'universalité de l'être humain. N'est-ce pas du racisme? À titre personnel, je n'emploie pas l'expression les noirs, les blancs, tout simplement parce que c'est réduire à cela l'identité d'une personne. Et quand j'entends quelqu'un me dire il y a un noir qui est passé près de l'arrêt de bus, je me dis tout ce qu'elle a vu de cette personne, c'est qu'elle était noire. La personne était peut-être le commissaire de police. Donc elle essentialise. Voilà, c'est une façon de... Bon, alors maintenant je fais pas un procès aux gens, je vais pas réagir violemment quand il dit ça, mais ça ne fait pas partie de mon langage. Mais bon, sur la question de raciser. Alors effectivement, pourquoi est-ce que je dis dans mon ouvrage que raciser doit dater de 63 ou 64? Tout simplement parce que c'est paru dans un bouquin qui est une commande du MRIMP en 1965, qu'à cette époque on va beaucoup moins vite pour publier un ouvrage qu'aujourd'hui. Donc si le mot racisé est employé dans cet ouvrage en 65, j'en déduis qu'il date de 63 ou 64 parce que d'expérience je sais qu'on peut rendre son texte très longtemps avant de le voir imprimé quelque part dans un ouvrage. Surtout dans des ouvrages collectifs où il faut attendre que tout le monde ait rendu son travail. Maintenant, les trois auteurs, dont Albert Memmi, de cet ouvrage, il suffit de regarder ce qu'a sorti Albert Memmi, notamment dans son Portrait du Juif, Portrait du colonisé, etc. À ma connaissance, il n'y a pas le mot racisé dans ces ouvrages qui sont sortis à la fin des années 50. J'en déduis donc que si Albert Memmi est derrière la trouvaille du mot racisé, ça doit dater du début des années 60, et par prudence d'historien, je dirais 63-64, ce qui me semble raisonnable. Alors maintenant, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est quand les gens, dans une conversation qu'ils veulent d'une banalité extraordinaire et qui ne l'est pas à mes yeux, ou à mes oreilles, disent « Bon alors voilà, on a fait venir des racisés » ou là, on va réserver l'entrée à des racisés. Alors, on est d'accord. Les réactions... C'est surtout dans les milieux universitaires qu'on rencontre ce genre de alors choses. Les réactions parfois ont été un peu disproportionnées dans la mesure où j'ai cru comprendre que les gens qui avaient organisé ces réunions, de toute façon, n'ont pas filtré la porte. À titre personnel, mais je souhaite pas tellement mettre en avant ma personne, je me suis demandé si j'aurais pu rentrer ou pas, etc., ou peut-être en exhibant un test ADN, je ne sais pas. Mais je veux laisser cela en dehors de tout ça parce que je veux que tout le monde puisse continuer à parler, quelle que soit justement son origine. Je crois qu'il y a une différence fondamentale dans l'emploi du mot racisé dans cet ouvrage où je l'ai employé 2 ou 3 fois, mais j'ai toujours du mal à employer des termes qui justement sont happés par les modes. Et les gens qui parlent des racisés en disant nous laissons entrer des racisés ou des racisés sont apparus essentialisent l'idée qu'on serait racisé. Or, on n'est pas racisé tout le temps. J'en veux pour preuve que si vous êtes une femme blanche, que vous êtes mariée à un homme noir, que vous allez en Guadeloupe, une société sur laquelle l'esclavage a beaucoup pesé et a conditionné les rapports au travail, les rapports entre les gens selon leurs différentes couleurs, leur rapport à l'esthétique des visages, des peaux, etc. Vous attendez avec votre caddie dans un hypermarché, et puis une fois que vous avez fait la queue pendant un quart d'heure, 20 minutes, la caissière vous dit qu'elle arrive à son temps de pause alors que vous avez votre caddie rempli de surgelés. Si vous commencez à râler et que la caissière vous dit « Écoutez madame, l'esclavage est terminé », qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bien en train d'être racisé, c'est-à-dire que par le fait même que vous êtes blanche, il reste quelques secondes, on vous renvoie à l'esclavage. On arrive au terme de l'émission. Dominique Chatouan, merci beaucoup. On n'épuisera pas le sujet. On aura l'occasion d'en reparler certainement dans d'autres lieux et à d'autres moments, notamment avec Nelly. Merci encore Nelly. Merci Sophie. Merci beaucoup. Merci Dominique. Présenter un auteur, un artiste, un créateur, une personnalité ou simplement un simple citoyen engagé, c'est toute l'ambition de Monoscopie, un mercredi matin par mois.